peu un cas d'étude, ce qu'on fait avec la société Tout en Camion, pour simplifier, pour optimiser le fonctionnement grâce aux outils numériques. Alors, je vais passer rapidement, mais effectivement, comme vous l'avez expliqué, Tout en Camion est un carrossier constructeur de véhicules spéciaux. On va un petit peu plus sur l'activité et les forces de Tout en Camion avec M. Gébert. Pour notre part, nous sommes donc une agence de conseil en design développement spécialisée en transformation numérique. Alors finalement, notre vision, c'est d'augmenter la performance des organisations avec les méthodes, outils et cultures issues du numérique, c'est-à-dire de rendre finalement plus performante l'entreprise avec toutes les nouveautés qu'apporte le numérique. On attaque ça avec deux axes principaux. Le premier, c'est tout ce qui va être lié à augmenter l'offre finalement d'une société par le numérique, que ce soit lié à l'ouverture de nouveaux marchés, ou tout simplement de nouveaux modèles. Alors ce qu'on appelle nouveaux marchés, finalement, ça peut être des modes de commercialisation et de distribution nouveaux. C'est assez répandu finalement, ça va de la communication au e-commerce, mais il y a aussi toute la partie d'innovation produits et services connectés, c'est-à-dire comment une société avec le numérique peut se réinventer dans sa création de valeur, peut proposer des nouveaux produits, peut proposer des services qui vont finalement améliorer les produits sur l'ensemble. Le deuxième axe, qui est celui qu'on va développer plus aujourd'hui, c'est la création de valeur par les procédés numériques. Alors finalement, dans ce point de vue, c'est comment on va utiliser le numérique un peu plus comme un outil pour améliorer l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le numérique. Ça va de la production à la collaboration, la relation client, la logistique, le contrôle et la prise de décision, les fonctions support, etc. Alors, je vais juste peut-être prendre quelques minutes avant de rentrer vraiment dans le cas d'étude. Pourquoi finalement la transformation numérique est profitable au processus et quels sont les axes principaux qui nous permettent d'être plus performants en société. Rapide, alors on parle de révolution, de transformation digitale, numérique. Alors on a eu plein de révolutions industrielles, on a eu la révolution informatique, maintenant on parle de révolution numérique. Alors finalement, quelles sont les différences et pourquoi le numérique aujourd'hui va encore un petit peu plus loin dans la dématérialisation de processus. Chez Itinerab, et particulièrement avec Tout en Camion, on travaille sur trois axes majeurs, ce qu'on appelle des enablers, finalement les nouvelles technologies qui nous permettent d'aller plus loin. C'est essentiellement le cloud computing que vous connaissez tous, la notion d'interface et la consommation d'appli. J'y reviendrai, mais c'est que finalement aujourd'hui on est complètement aptes, tous les collaborateurs sont aptes, formés et ont l'habitude d'utiliser des applications, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des interfaces qui étaient beaucoup plus compliquées à prendre en main. L'aspect mobilité aussi, aujourd'hui on est tous hyper connectés avec donc des smartphones, des interfaces tactiles, des technologies embarquées et le big data, alors big data ou tout simplement l'aspect data, c'est-à-dire que si on dématérialise la donnée, on est capable de la traiter, c'est-à-dire automatiser. Excusez-moi, automatiser, visualiser et gérer en temps réel finalement cette donnée. On parle aussi plein d'autres technologies qui favorisent l'industrie 4.0 qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Mais vous avez l'IoT, la fabrication additive, ou plus connue sous l'imprimante 3D finalement, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la cobotique, c'est-à-dire le travail collaboratif avec le robot, les robots du quotidien. Mais on va se focaliser sur les trois premiers axes qui sont les leviers majeurs finalement de nos actions avec Tout en Camion. Alors, je fais un petit parallèle sur justement cette révolution numérique. Qu'est-ce qui a changé finalement à l'ère de l'informatique? Maintenant on parle du numérique. Il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui l'acquisition des usages est complet, c'est-à-dire que tous les collaborateurs savent utiliser de l'applicatif, ont l'habitude d'en consommer. Les particuliers sont même parfois mieux équipés finalement que la société, qu'en entreprise. On a eu le choc par exemple avec les réseaux sociaux. Vous aviez à une époque des particuliers qui étaient plus aptes à communiquer entre eux et à collaborer avec des outils dédiés aux particuliers, que ce soit les réseaux sociaux, les messageries, qui avaient une meilleure communication en temps réel qu'au sein de l'entreprise. L'entreprise, on a très vite essayé de bloquer à une époque ces communications, alors on a essayé de faire une alternative avec des réseaux sociaux d'entreprise, mais finalement on a eu réellement un problème, c'est que le particulier était mieux équipé applicativement que le professionnel. Finalement, on a donc des attentes fortes des collaborateurs. Alors, il y a eu aussi quelques mesures qui ont été mises en place. Par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, le Going Your Own Device, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, effectivement, le particulier
travailler mieux avec ses outils parce qu'il avait plus de fonctionnalités. Donc on lui a proposé d'apporter son périphérique. Le problème n'est pas dans le périphérique, le problème est vraiment dans l'ouverture finalement des logiciels et dans le fait de mettre à niveau les attentes des collaborateurs par rapport à ce que peut offrir la société. On parle justement d'expérience utilisateur, collaborateur. Alors, on aime bien parler d'expérience collaborateur. L'expérience utilisateur, vous l'avez entendu peut-être tout à l'heure dans la conférence, c'est effectivement remettre l'utilisateur au centre. Et aujourd'hui, l'utilisateur particulier, avec la multitude d'applications qu'il a à disposition, la multitude d'interfaces, est parfois plus en confort dans son quotidien et plus efficace dans son quotidien avec tous les services qu'on lui propose qu'au sein de l'entreprise. Les interfaces, finalement, maintenant, on a des codes communs. C'est-à-dire qu'une application est connue, elle est très facilement compréhensible par un utilisateur, et il n'y a plus besoin de formation si on respecte les codes communs ergonomiques. C'est-à-dire qu'on a passé, il y a 10-15 ans, on n'avait pas ces codes communs, aujourd'hui on les a. Les applications sont à peu près toutes bâties de la même manière, les interactions sont à peu près les mêmes, donc c'est compris. Donc on peut directement passer à la fonctionnalité et au gain de temps. L'informatique d'entreprise est parfois en retrait justement, alors qu'elle pourrait profiter et se baser sur les codes communs applicatifs pour gagner du temps et pour être beaucoup plus performant. Alors, cette notion d'interface est très importante chez nous. C'est justement ce qu'on propose, c'est de penser interface et non pas fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va penser à qui s'adresse l'interface, dans quelle situation. Évidemment, un logiciel qui est utilisé dans un bureau ne doit pas avoir la même interface qu'un logiciel qui est utilisé dans un atelier ou en mobilité. Et finalement, c'est toute cette culture de l'application qui nous permet de réagir et de proposer des interfaces qui sont optimisées et qui vont faire gagner du temps. Ce qui a été aussi le frein à une époque sur les premières versions de logiciels d'entreprise, c'est que finalement on avait une interface unique et qui n'était pas toujours adaptée avec les mêmes demandes, qui n'était pas toujours adaptée à toutes les fonctionnalités attendues. Enfin aussi, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le socle applicatif, les fonctionnalités attendues, se base aussi sur un aspect collaboratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les briques collaboratives sont complètement connues et maîtrisées par les utilisateurs. La notification, la messagerie, la possibilité de s'attribuer, de se partager des informations, c'est quelque chose qui est complètement acquis, je dirais, dans les usages de tous les particuliers. Donc c'est aussi des outils, avant même d'être des fonctionnalités métiers, ce qu'on appelle nous les fonctionnalités socles, c'est des fonctionnalités qu'il faut exploiter au maximum. Alors finalement, on ne va pas faire de parallèle, puisqu'il n'y en a pas entre l'informatique et le numérique, mais qu'est-ce que le numérique apporte après, je dirais, les premiers développements informatiques? C'est deux axes majeurs qu'on exploite nous, c'est l'ouverture globale, donc finalement l'interconnexion, l'aspect données, ouvrir au maximum les données, que tout le monde puisse finalement visualiser un maximum de données, alors bien sûr avec un respect de droits et de confidentialité, et c'est surtout les équipements maîtrisés. C'est sur ces deux axes-là que nous avons axé cette présentation, c'est vraiment comment on a proposé des interfaces cohérentes et comment finalement on standardise la donnée, on la récupère plus facilement et on l'exploite. Alors, des applications sur la dématérialisation du processus, il y en a plein, il y a les fonctions support, bon, j'en ai mis quelques-unes ici, mais ça va de la comptabilité à la gestion de stock, à la gestion de la connaissance, l'idée étant toujours de simplifier le processus et de proposer des applications pertinentes et des interfaces pertinentes. Alors, je parle de processus depuis tout à l'heure, je vais terminer rapidement là-dessus. Qu'est-ce qu'un processus? Alors, vous avez toujours, ce que j'expliquais, les fonctions support et métier. La plupart des processus non optimisés, ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises, même encore en 2018, le petit fichier Excel qu'on ne peut pas partager parce que dès que quelqu'un l'a ouvert, il n'est pas accessible, la ressaisie de papier, c'est des choses qui sont très courantes et c'est des choses qui provoquent pas mal de désagréments. La ressaisie, la perte de temps, c'est un réel problème au sein des sociétés. La non-standardisation des données, c'est-à-dire si chacun saisit sa donnée à la main sans canevas propre, on n'a pas de données standards, donc on ne peut pas finalement les analyser, on ne peut pas les étudier. Les erreurs et les doublons, c'est quelque chose de très courant, la perte de données opérationnelles, l'incapacité, ça revient un petit peu avec la non-standardisation, l'incapacité de faire de l'automatisation, c'est-à-dire que si je dois ressaisir ma donnée et qui n'est pas standardisée, je perds cet aspect temps réel, je perds de la visibilité. Je n'ai pas une information fluide. L'information fluide, c'est à n'importe quel moment, je dois être capable de récupérer les documents, les informations qui me sont nécessaires pour mener à bien ma tâche,
et surtout une assez faible collaboration finalement. C'est-à-dire que si ma saisie se fait sur du papier ou même sur un Excel qui n'est consultable que dans certains cas, et que je ne peux, qui ne sont entrés dans un système collaboratif que 2, 3, 4 jours plus tard, j'ai un temps réel qui ne fonctionne pas et j'ai une perte de collaboration. Donc finalement, le principe de dématérialiser, et on va voir en concret ce qu'on a fait chez Tout en Camion, c'est de réduire le risque, tout simplement, lié à la perte de données ou l'altération, c'est de gagner du temps, et on peut gagner beaucoup de temps, c'est de collaborer, et c'est surtout de collaborer, d'apporter beaucoup de confort aux collaborateurs, qui justement, à côté, a du confort applicatif, et enfin, très important aussi, c'est finalement de piloter, c'est-à-dire qu'en temps réel, si j'ai des données propres, je peux très facilement les piloter. Alors, très rapidement sur la méthode, comment on attaque finalement un processus d'entreprise. L'idée, c'est toujours d'analyser les processus en place, de se poser la question et de remettre de toute manière ce qui est dans toute entreprise, avec ou sans numérique, les processus et le cœur de l'entreprise, c'est-à-dire de sans cesse essayer d'optimiser, de remettre en question ces processus, de faire un parallèle avec les opportunités technologiques et les usages qu'on a, donc ça se fait aussi avec les collaborateurs. Il faut être alerte sur les technologies qui sont disponibles, il faut aussi être alerte sur la capacité à nos collaborateurs à proposer de nouvelles choses, à s'adapter et même leurs besoins. Il faut aussi tenir compte des contraintes, et puis ensuite on se pose la question, une fois que nos processus sont en place, est-ce qu'on les porte directement au numérique ou est-ce qu'on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut même prendre des raccourcis avec le numérique parce que certaines étapes de notre processus ne sont plus nécessaires puisqu'on a gagné du temps et puisqu'on a gagné en concret sur la saisie de données et on n'a plus besoin de faire par exemple 2 niveaux de validation. Là, sur les cas où il y a 2 niveaux de validation, là tout le monde peut être connecté en même temps et tout le monde peut être notifié en même temps. Ce qui est aussi important dans ces chantiers de transformation de processus, c'est évidemment, comme tout chantier, mais de définir des objectifs, de s'attaquer lot par lot, de ne pas changer tous les processus, mais de bien s'assurer que scénario après scénario, on gagne du temps et on fonctionne. C'est de mesurer et corriger en permanence, comme toutes les approches agiles finalement qu'on a aujourd'hui. Quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, c'est aussi la base même de la réflexion, c'est les user stories. Qu'est-ce qu'on appelle user stories? C'est qu'une fois qu'on a isolé un processus qu'on veut optimiser, eh bien on se repose la question, en fait, qui va être l'acteur de ce processus, pourquoi et dans quel contexte, comment. C'est quelque chose qui est très important. Chez Tout en Camion, on travaille dans des ateliers. Vous imaginez bien que les ateliers, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes contraintes qu'un bureau ou que dans la rue. Donc c'est très important de positionner vraiment tous ces user stories au démarrage. Les leviers principaux, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est effectivement pour gagner du temps, c'est tout ce qui est de la dématérialisation, la collaboration, l'information fluide et l'automatisation. Notre approche, c'est toujours d'attaquer les processus, user story, ensuite on fait un prototype, donc qui n'est pas forcément développé, qui est juste un prototype qui permet aux collaborateurs de se projeter, de valider notre processus, et de partir dans de l'applicatif avec des versions itératives. L'étude se base toujours en 3 phases, c'est-à-dire qu'on étudie les processus et l'environnement, les user stories et les applications. On va maintenant attaquer le concret, après cette petite introduction, et on va vous montrer comment on a finalement dématérialisé et optimisé les processus chez Tout en Camion. Bonjour, donc Stéphane Girard, je dirige la société Tout en Camion depuis 2009. Tout en Camion, 80 années d'expérience et d'histoire dans la carrosserie spécialisée. On ne fait que du véhicule unique, hein, on fait rarement des séries de plus de 2, et on intègre la totalité des métiers nécessaires à la réalisation de ces unités dans nos ateliers. Donc, une multiplicité de métiers nécessaires quand on réalise les cinémas que vous voyez en bas, qui est un des cinémas de la région centre. Il faut qu'on puisse mailler les contraintes, faire dialoguer les professionnels qui s'occupent de climatisation, d'énergie, de mécanique, tout ça dans le respect d'un certain nombre de règles qui sont les règles du code de la route, celles-là on les maîtrise parfaitement, mais qui peuvent aussi être celles de nos clients, qui sont tous différents. Un jour on travaille pour le broadcast, le lendemain pour le médical, le surlendemain on va aller fabriquer des unités de formation au métier de la boucherie ou de la boulangerie par exemple. Donc notre
notre problématique était d'essayer de trouver un mode de fonctionnement et une organisation qui puisse s'adapter à des sujets toujours différents, tout en s'appuyant toujours sur un socle de compétences multiples, mais avec des équilibres qui sont très variés. C'est-à-dire que quand je fais un quart de télé, j'ai besoin d'énormément de compétences en système d'énergie, en système de climatisation. Quand je fais un camion de médecine du travail ou une salle d'opération, les compétences dont j'ai besoin sont plus du tout les mêmes. Là, il faut chaud-bon en réglementation sanitaire ou choses comme ça, quoi. Donc, on a essayé en travaillant de manière collaborative au sein de l'entreprise de trouver des solutions pour s'améliorer. Ce qui est ressorti en fait des groupes de travail qu'on avait créés pour cela, c'est qu'ils voulaient qu'on accélère l'accès à l'information, qu'on perde moins de temps en aller-retour et en validation de l'information, qu'elle soit sous forme scripturale ou qu'elle soit sous forme de mise en situation virtuelle à l'intérieur des camions qu'on avait imaginé et qu'on proposait à nos clients. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à la société Itinéraire RB, à qui je rends le micro. Merci Stéphane. Donc l'approche qu'on a, et c'est un petit peu ce qu'expliquait Mathieu avant, ça a été en 4 étapes. Donc tout d'abord, on a commencé par une analyse préalable, et c'est souvent ce qu'on fait dans des projets comme celui-ci, avant de partir de but en blanc dans un gros dossier, dans un gros cahier des charges techniques et fonctionnelles. On commence par une analyse préalable qui va venir en fait dégager une vision pour le projet, une vision qu'on va essayer de rendre partagée et commune avec les personnes de l'entreprise. Et donc, ce que disait Stéphane, c'est qu'on a eu la chance d'arriver chez Tout en Camion. Ils avaient déjà entamé, dès 2015, ce travail finalement d'analyse des besoins, avec un certain nombre de sujets. Alors, nous, on ne les a pas tous traités, mais on voit que dans la problématique d'une organisation nouvelle, de l'accès aux données, et puis aussi sur les indicateurs pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, ce sont des sujets qui sont remontés. Et donc, on s'est appuyé sur ces premiers retours pour s'approprier les contraintes du client dans un premier temps. Alors c'est vrai que chez Itinéraire RB, la particularité, c'est qu'on doit s'adapter aux différents métiers. On peut travailler pour des personnes qui font des ressources humaines comme des personnes qui fabriquent des camions, et donc ce sont des métiers vraiment très très différents. Et donc il y a cette phase d'appropriation, de compréhension du besoin client, de recueil d'informations. On essaie de recueillir un maximum d'informations auprès de l'équipe dirigeante. Et puis surtout, l'objectif de cette première phase, c'est vraiment d'établir des grands axes d'action, d'avoir une vision commune. Et nous, ce qui est sorti de cette étude-là, de cette première petite étude, alors on essaie volontairement de faire une étude la plus courte possible au départ, pour pouvoir aller très très rapidement après dans le concret, c'est effectivement que l'accès et la visualisation de l'information étaient vraiment défaillantes, notamment pour les personnes qui étaient au sein des usines. Alors il faut imaginer des grands hangars de plusieurs milliers de mètres carrés, où travaillent, donc on a vu 80 collaborateurs avec des métiers très différents. Et donc l'accès à l'information, c'est-à-dire que dans les bureaux, dans les bureaux d'études, au niveau des chefs de projet, le problème à l'accès à l'information était, on va dire, plutôt moindre. Mais dans les ateliers, on a noté que l'accès à l'information était vraiment pas évident. La fiabilité de l'information, alors ça rejoint ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a parfois de la saisie papier, parfois on va avoir de l'information qui est ressaisie, on a tout un tas d'informations qui n'est pas normalisée, donc on va accéder à de l'information qui n'est pas forcément fiable à un moment donné. Donc on parlait du fichier Excel tout à l'heure, on verra un exemple très concret. Au moment où je consulte mon fichier Excel, peut-être qu'il n'est plus à jour. Et puis surtout, je vais avoir une démarche proactive d'aller chercher l'information, c'est pas l'information qui va venir à moi. Et puis surtout, l'aspect collaboratif, alors ça aussi, on a entre guillemets la chance d'avoir une société qui a déjà dans son ADN le collaboratif, le participatif. Vu que ce sont des projets uniques, eh bien, il faut à chaque fois discuter des projets, se mettre d'accord. Il y a tous les corps de métier qui vont intervenir en même temps, de l'électricien jusqu'au menuisier. Et donc toutes ces personnes-là doivent collaborer ensemble. Alors l'idée du numérique, c'est pas forcément de tout numériser, c'est de garder ces échanges informels aussi dans les ateliers,
mais on a quand même besoin de traces, on a quand même besoin de mettre en place des process autour de tout ça, et puis aussi de faciliter cette collaboration quand on est à plusieurs centaines de mètres les uns les autres, et qu'on doit travailler sur un projet commun. Donc la vision qui est sortie de cette première étude, c'est très simple, c'est créer un point central d'accès et d'échange de l'information, accessible partout, accessible tout le temps. Et nous, c'est ce qu'on a appelé le hub TTK. Donc finalement, cette solution qu'on va venir greffer par-dessus le système d'information actuel, parce qu'il faut savoir que Toutankhamon n'était pas non plus à l'âge de pierre, ils ont tout un système d'information déjà présent, des outils numériques, des ordinateurs, etc. etc. Et pour ne pas venir perturber, on ne va pas tout casser, on peut construire du jour au lendemain. Donc l'idée c'était donc de venir greffer finalement une solution, d'abord adaptée et pensée pour les collaborateurs dans les usines, qui va venir se greffer sur le système d'information actuel, puis qui va venir compléter l'offre et venir soulager les points de friction. La deuxième étape, donc, plus concrètement, c'est tout simplement la conception d'un cahier des charges fonctionnel et technique. Alors là, l'idée, c'est de véritablement penser à tout. Alors il y a beaucoup de sujets qu'on doit traiter dans ce type de problématique. Et pour commencer, la première étape pour nous, c'est déjà d'aller voir les personnes concernées, à savoir les personnes qui vont utiliser l'outil au quotidien. Et donc on a commencé d'une part par une phase d'observation, donc c'est se mettre dans le quotidien de l'entreprise, tout simplement, même sans intervenir, c'est prendre des notes et regarder comment les personnes travaillent, comment elles sont organisées actuellement, étudier tous les process qui sont actuellement en place. Ensuite, faire des entretiens individuels enregistrés avec toutes les personnes clés, toutes les personnes qui représentent en tout cas des points clés de l'entreprise, à travers un questionnaire, à travers des questions, des entretiens d'une demi-heure à 1 heure. Recueillir encore plus d'informations à travers des photos, des documents, aller chercher aussi, vraiment tous les types de documents qui sont manipulés au sein de l'entreprise, savoir quel est leur poids, leur contenance, etc. etc. Et puis bien sûr beaucoup de réunions et d'ateliers de travail avec les chefs de projet pour co-construire vraiment ce cahier des charges. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit dans ce cahier des charges, qu'est-ce qu'il contient? Alors d'abord tous les scénarios d'usage, on essaie de voir quels vont être les usages principaux qui vont répondre à cette vision, à la vision que j'ai énoncée tout à l'heure. Bien sûr les fonctionnalités et puis toutes les données qui vont être traitées. Je manipule des heures, je manipule du temps, je manipule des documents, des fichiers, quel type de fichiers, quel poids ils font, etc. etc. Toutes les interfaces, les principes ergonomiques du hub TTK en l'occurrence. Et puis tout ce qui est matériel, on est dans une usine, on est dans des conditions qui sont très particulières, donc il y a de la poussière, de la saleté, les personnes sont des personnes qui travaillent avec leurs mains, donc pas forcément les mains propres, etc. etc. Tout l'aspect logiciel, parce que nous on s'inscrit dans un écosystème, donc il faut que le hub TTK vienne s'interfacer de manière très directe avec tout le reste de l'écosystème, avec tout ce qui existe déjà, le logiciel de 3D, le logiciel de gestion de comptabilité, etc., etc. Et puis aussi une question qui est importante et que souvent on sous-estime, c'est les anciennes données. Alors ça c'est un peu la plaie, c'est comment on va transférer d'un ancien système au nouveau système les données qui n'étaient pas forcément formatées, etc. etc. Donc c'est tous ces points-là qu'on va venir questionner dans cette première phase, dans ce cahier des charges techniques et fonctionnelles. Et donc là je vous ai mis un exemple par exemple de la carte d'implémentation des périphériques dans les usines. Vous voyez que ce sont des grands espaces. La carte du réseau local, parce qu'évidemment si on parle de dispositifs mobiles, il faut s'assurer qu'on capte du Wi-Fi partout, parce que l'idée c'est d'avoir des dispositifs mobiles type smartphone ou tablette chariot mobile, on va le voir juste après. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose, nous, dans ce cahier des charges-là? On va proposer déjà, dans un premier temps, de mettre en place une GED, une gestion électronique des documents. Donc ça, c'est vraiment la base. Ça permet, actuellement, auparavant, dans l'entreprise, la gestion se faisait avec l'explorateur Windows, vous savez, juste les dossiers, les fichiers, tout simplement. Donc sans workflow, sans droit, peu de droits, pas de versionning, etc., etc.
Donc mettre en place une JET, ça a été la première chose à faire, et là pour le coup on s'est appuyé sur une solution existante, parce que c'est quand même un gros outil, et il ne s'agit pas non plus de redévelopper la roue à chaque fois. Donc en l'occurrence N-Files, pour ceux qui connaissent. Et bien sûr, ça faisait partie aussi des questions qu'on se pose, c'est quelle solution on va choisir et pourquoi on l'a choisi. En l'occurrence, ce qui nous a fait choisir N-Files, c'était le fait qu'elle puisse être interconnectable avec d'autres systèmes via une API. Pour ceux qui connaissent le principe de l'API, c'est vraiment que les données peuvent être consultées en dehors du logiciel, consommées en dehors du logiciel avec un protocole, ce qui permet de se répondre entre différents logiciels. Et puis on a décidé de traiter les points de friction, ceux que je vais vous présenter juste après, les plus importants. Donc, à savoir la gestion documentaire, comment les documents sont rendus accessibles auprès des personnes dans les usines. Donc on parle de visualisation 3D de camions par exemple, de plan 2D également. L'information de projet, c'est juste savoir quand est-ce que le camion par exemple doit être livré, quel est le client, quels sont les processus qui ont été prévus pour ce camion-là. La gestion du temps des collaborateurs et la gestion du stock, parce que chaque collaborateur est autonome dans la décrémentation du stock. J'utilise une barre de fer, j'utilise une planche de bois, c'est moi qui vais concrètement indiquer au système que j'ai pris ce stock-là, et donc on a travaillé sur ce point-là. Un élément aussi très important chez Toutankhamon, c'est ce qu'ils appellent le chemin des attentes. Alors, on aura peut-être l'occasion d'expliquer plus concrètement ce que c'est, mais c'est finalement un cahier des charges simplifié et collaboratif, parce qu'un projet doit se discuter, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc sur la base de ce qui a été vendu au client, eh bien, il y a plein de questions à se poser, plein de problèmes à résoudre. J'ai un élément qui doit rentrer dans le camion, il faut que ça passe au niveau de la porte, parce que si la porte est trop basse, eh bien, il faut que je le mette avant. Enfin, il faut s'organiser pour pouvoir co-construire le camion. Et donc on a travaillé sur ce point-là aussi. Et puis enfin, le système de tickets présent aussi, alors c'est quelque chose qui est déjà présent chez Toutankhamon depuis plusieurs années, mais c'est un principe finalement qui permet d'échanger de l'information entre toutes les personnes de l'entreprise, de diffuser de l'information du haut de bas vers le haut, du haut vers le bas. Donc depuis 2007, nous, on a d'abord, en parallèle, développé ce fameux UpTTK, donc avec deux versions. Une version, on va voir comment elle s'implémente après, une version vraiment Windows utilisée pour des chariots mobiles, on regardera ça après, et puis une application Android pour tout ce qui est dispositif, type tablette et smartphone. Bien sûr, ce développement logiciel que pour le coup Itinéraire B a pris en main, cette interface avec plein d'autres évolutions au sein de l'entreprise pour pouvoir mener ce projet. Donc toutes les parties prenantes ont travaillé sur plein de sujets différents. Par exemple, le prototype des chariots mobiles. Alors, on va voir, je crois qu'il y a une photo juste après. Voilà, le chariot mobile, c'est tout simplement un écran 42 pouces, made in Toutankhamon, parce que pas l'écran. Et donc c'est un chariot qui va tout simplement, donc ça sort tout droit de nos têtes, hein, c'est tout simplement un chariot qui va suivre le camion tout au long, parce que le camion, il faut imaginer qu'il se déplace dans les ateliers, et qui va suivre le camion avec tout l'accès à l'information centralisé sur ce point-là. Donc le UpTTK est disponible d'abord et avant tout sur ces chariots mobiles. Alors je ne sais pas combien vous en avez aujourd'hui des chariots, une dizaine. L'objectif, c'est de doubler ce chiffre. Et donc, ce que j'ai expliqué, c'est que le prototypage du chariot a été fait par Toutankhamon. La solution de GED avec M-File a été fait avec un autre prestataire qui est venu s'interfacer sur le projet. Bien sûr, il a fallu faire évoluer, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec la carte, on a noté un certain nombre de points morts au niveau du Wi-Fi, donc il a fallu aussi redévelopper le réseau Wi-Fi, le réseau local, etc., etc. Alors maintenant, je vais encore zoomer un peu plus et puis vous parler justement de ces fameux points de friction les plus importants et comment on les a traités grâce au UpTTK. Donc en quatre grandes parties que j'ai déjà un peu citées tout à l'heure. Alors, les documents. Alors ça, c'est un enjeu important dans toutes les entreprises.
Aujourd'hui, les documents, c'est un enjeu majeur chez Toutankhamon, tout simplement parce que je suis tout simplement menuisier, j'ai besoin de prendre une cote, j'ai besoin de savoir quelle est la taille d'un plan de travail, je dois me référer à un document. Toutes les informations disponibles autour du projet étaient auparavant disséminées un peu partout. Donc on avait du papier, de l'affichage, on a le fameux classeur vert qu'on va voir en photo tout à l'heure, ou le gros classeur qui agrège toutes les informations papier autour d'un camion. Et puis je l'ai évoqué aussi, l'explorateur Windows sur un ordinateur classique, accessible via des petites bulles disséminées un peu partout dans l'usine, où les personnes vont aller chercher l'information, donc se déplacer très concrètement et aller chercher leur cote, et puis revenir à leur poste de travail avec un ordinateur classique à l'intérieur. On voit aussi les fameux classeurs verts en haut à droite, classeur unique, donc si quelqu'un là, je ne peux pas le consulter, le classeur qui parfois se perd, non? Non. On arrive à le retrouver, mais en tout cas qui est vraiment un point unique d'information. Et donc bien sûr, on l'a déjà évoqué pas mal de fois, notamment Mathieu, les problématiques liées à ça, c'est la fraîcheur de l'information, la difficulté de devoir se déplacer, de faire 10-15 mètres à chaque fois qu'on veut consulter une information, demander éventuellement l'impression dans un autre bureau d'un plan, pouvoir le consulter et l'avoir à côté de soi. La recherche d'informations, etc., etc. Donc ça, ce sont des problèmes qui génèrent une perte de temps assez considérable au sein de l'entreprise. L'idée, c'était donc de pouvoir donner la bonne information au bon moment et surtout à la bonne personne, parce que, pareil, au niveau de la gestion des droits, on a évoqué, c'était pas forcément toujours évident, et de pouvoir offrir une solution centralisée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans un bureau à plusieurs centaines de mètres, la personne en charge du plan 3D, par exemple, du camion, il va mettre à jour son plan instantanément sur tous les chariots mobiles. Les personnes vont pouvoir consulter un plan à jour, un plan 3D à jour, et pouvoir prendre les bonnes cotes au bon moment. Donc c'est concrètement ce qu'apporte ce type de solution. Alors ça, c'est un petit écran de M-File, donc disponible dans les bureaux, de manière très classique. Et puis donc, le hub, qui va venir finalement, grâce à l'API, grâce à l'interconnexion, venir chercher en temps réel seulement les fichiers nécessaires à la production, les fichiers accessibles aux différentes phases du projet, donc ce ne sont pas forcément les mêmes en fonction des phases projet. On voit en haut, en vert, qu'on est à la phase de fabrication, donc on va avoir les fichiers qui correspondent. Les fichiers que je consulte le plus, finalement, une personne dans l'usine ne va pas forcément consulter l'intégralité des documents liés au projet, va se limiter à quelques plans, quelques informations techniques, etc. etc. Et donc, en temps réel, on est capable, donc il faut imaginer cette interface qui a été prévue pour un écran très très large, avec du tactile, donc venir directement consulter l'information. Une nouveauté aussi, c'est la possibilité d'ajouter des informations au bon endroit, puisqu'on guide l'utilisateur dans la saisie des fichiers, dans l'enregistrement des fichiers, donc pouvoir venir saisir très simplement des nouveaux fichiers dans le système. Et puis j'en ai pas trop parlé, mais la fiche d'information autour du projet aussi, centralisée avec toutes les informations nécessaires, le suivi des heures sur le projet, les deadlines, etc., etc. Le chemin des attentes, alors je ne sais pas ce que je décris bien, le chemin des attentes. Ouais. Parce que je trouve que le nom est très poétique. C'est finalement vraiment un cahier des charges participatif. Alors il ne s'agit pas de remettre en question ce qui a été vendu, mais vraiment de s'adapter au projet. Donc au départ, des premières versions étaient sur papier, puis des versions sur Excel. J'ai fait version papier. La version Excel, donc on voit toutes les lignes, je dois faire ça, le bureau doit être à droite, etc., etc. Et puis des éléments de discussion sur la droite. L'idée, c'était donc de réussir à faire une solution qui soit collaborative et intégrée au WebTTK directement. Et donc c'est ce qu'on voit ici. C'est la version finalement Excel de l'outil. Seulement, on a intégré des fonctionnalités collaboratives. Alors on voit qu'en fait chaque élément de ce cahier des charges
peut être discuté par tous les collaborateurs concernés, par une sorte de messagerie, de chat en fait finalement, bien sûr avec une gestion des droits, tout le monde ne voit pas tout au même moment, etc. Il y a un système de notification. Disponible également donc, sur la version Android, tablette et téléphone. Donc, ce qui permet à tout moment de pouvoir consulter une information sans se déplacer aux petites bulles qu'on a vues tout à l'heure. Les tickets, pareil, un élément essentiel de la société, c'est vraiment le cœur névralgique des échanges entre les collaborateurs. Depuis 2005, c'est ça 2006, enfin depuis les tickets sur Outlook 2006, non, les tickets sur Outlook? Ouais, 96, donc oui. Nous, on est reparti de la base Outlook, donc en fait, ils ont détourné l'usage d'Outlook avec une surcouche pour pouvoir finalement échanger ces informations entre collaborateurs. Alors bien sûr, ça demande d'accéder à une messagerie, d'être proactif dans la démarche, d'aller regarder s'il y a des nouvelles informations qui sont remontées. L'idée, c'était plutôt... Pour nous, ça a été, donc là on a un exemple de ticket, donc avec de l'information bien sûr qui n'est pas normalisée, qui n'est pas, puisque c'est le corps d'un email, avec, on le sait puisqu'on a importé tous les anciens tickets dans le nouveau système avec des grosses erreurs de frappe, des choses qui nous permettent, qui sont problématiques lorsqu'on veut faire par exemple une recherche. On a mis en place donc un système pareil, intégré au hub, avec un système de conversation autour de chacun des tickets. On peut aller chercher la bonne personne, affecter la bonne personne au ticket, discuter des sujets, avoir toutes les informations au même endroit. Et surtout, chaque personne a dans sa poche ce système de ticket, donc peut envoyer une question, une problématique en temps réel directement. Là, on voit l'interface avec la discussion. Puis enfin, la brique matière et temps. Alors justement, on en est là aujourd'hui avec Tout en Camion. C'est la dernière brique qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est la possibilité pour les collaborateurs qui utilisent actuellement une fiche papier pour la saisie chaque jour, hein, donc remplir le numéro d'instruction, le temps passé, ressaisir son nom, ressaisir le numéro du compagnon, la date, etc., etc. Donc on voit bien ici qu'il y a de la saisie d'informations qu'on pourrait éviter, hein. Puisque quand je suis avec mon smartphone, on sait qui je suis, on sait sur quel projet je travaille, on sait la date, on liste directement les instructions qui correspondent à mon métier, qui correspondent au camion. J'ai finalement juste besoin d'enregistrer les heures. Pareil, on peut du coup vraiment faciliter le process de validation, puisque tout est déjà saisi, on n'a pas besoin d'avoir une ressaisie et une double validation. Ce qu'on voit à droite, c'est la solution de gestion de stock. Donc les personnes utilisent le Palm. Alors c'est vraiment ancienne génération. Je crois que ça bug beaucoup. Non, c'est l'ancienne génération. Voilà. Donc, et pareil, avec cette problématique, vu qu'il n'y a pas il y a une interconnexion avec le système d'information, mais on est obligé de ressaisir, on ne sait pas qui je suis, on est obligé de ressaisir le numéro du camion, le numéro du projet, etc., etc. Et puis c'est très très lent. Donc l'idée c'est de capitaliser finalement sur la solution mobile HubTTK pour pouvoir en quelques écrans, parce que du coup le choix est très restreint, on a juste à choisir son instruction et puis rentrer le temps passé, pouvoir faciliter cette gestion-là. Puis c'est la même logique pour la matière. On scanne avec le smartphone le produit, puisque chaque produit a un code barre, et on va pouvoir instantanément rentrer, décrémenter le stock tout en camion. Donc c'est vrai que l'avantage de ce type de système, c'est que on fait gagner du temps à tout le monde, et surtout on évite les erreurs, parce que c'est très vite fait d'avoir une erreur dans le choix de l'instruction, etc., etc. Bien sûr, cette interface est aussi disponible sur les tablettes et les chariots mobiles. Un petit retour d'expérience ? On est en phase de déploiement, hein. C'est pas encore complètement déployé dans l'ensemble, on est en phase de test. Ça va être une révolution, je pense, mais on a déjà pu l'expérimenter simplement par la mise en place des interfaces, des grandes dalles tactiles que vous avez vues tout à l'heure, le chariot mobile. On a réalisé le dernier quart de télé qu'on a réalisé pour la société AMP Visual, qui vous retransmet tous les matchs de foot le samedi soir.
C'est le premier car qu'on ait réalisé en mettant l'accès, enfin en rendant accessible toute l'information nécessaire à sa fabrication directement dans le camion ou au pied du camion, en mettant ces grandes dalles branchées, connectées en Wi-Fi et avec une représentation 3D à la vis près du produit. Et ça a totalement révolutionné la manière d'appréhender l'information de nos vieux garçons, parce qu'on a plein de vieux garçons qui étaient totalement réfractaires à l'informatique, qui n'avaient même pas de téléphone, de smartphone, hein, et qui, qu'on a vu brutalement, aller prendre des codes directement, de manière tactile, sur ces interfaces. Et ça a été tellement révolutionnaire que généralement il est rare qu'on soit meilleur en fabrication qu'en conception sur ce genre d'unité, c'est-à-dire qu'en fait généralement on bouffe le temps en finale. Hein. Et là, c'est le premier quart de télé depuis qu'on en fait, c'est-à-dire depuis 25 ans maintenant, sur lequel en fait on a mis moins de temps à le fabriquer qu'on pensait qu'on mettrait de temps à faire. D'accord ? Et sachant que la problématique, et on en revient à la validité de l'information et à la qualité avec laquelle elle arrive, la problématique sur ce genre d'unité, c'est qu'on arrête de définir le produit le jour où on le livre. Jusqu'à la dernière minute, le client vient changer les détails, vient changer la profondeur des baies, vient changer la taille des écrans sur le mur d'écran, etc., puisqu'il veut pouvoir bénéficier de la dernière techno disponible. Voilà. Donc c'est le meilleur des exemples, puisque c'est vraiment un produit dont la définition va vivre jusqu'à la livraison. C'est vraiment le meilleur des exemples dans lequel cet accès rapide à l'information, à une information validée, disponible immédiatement, peut faire gagner énormément en temps et donc en profitabilité pour l'entreprise. Et en confort pour les utilisateurs. Voilà. C'était le retour d'expérience là-dessus des gars qui ont bossé dessus. C'est à partir du moment où c'est disponible, ça veut dire que ça a été étudié, on ne se pose pas de questions, on y va.